Alors, on reprend ce qu'on avait vu la semaine dernière. Je vais essayer de simplifier. Comme ça, on arrive facilement à la notion de raisonnement en droit. Donc, on avait vu la manière de collecter l'information, la manière de traiter l'information, la manière de la citer pour éviter le plagiat, de la reformuler. Donc, on a vu tout cet aspect technique et aussi formel. Maintenant, on va apprendre à utiliser l'information dans le cadre d'un raisonnement. Alors, vous savez très bien qu'en tant que juriste, vous devez être les pros du raisonnement juridique. Vous n'avez pas de place à l'improvisation, à la fuite des idées en avant. Vous devez toujours avoir un raisonnement logique. Donc le raisonnement, c'est un moyen de convaincre avec une pensée qui est organisée. Donc le juriste, quand il est avocat et qu'il va faire une plaidoirie, il doit présenter une argumentation. Donc tous les exercices que vous ferez dans le cadre de vos études doivent s'inscrire dans ce raisonnement. Si vous ne raisonnez pas, vous n'êtes pas juriste. Vous devez organiser votre pensée. C'est bien de collecter de l'information. C'est bien de vérifier l'information si elle est fiable ou pas. C'est bien de citer les auteurs. Mais il faut avoir une certaine cohérence. J'avais donné l'exemple du wagon. Donc le raisonnement juridique s'apparente à un wagon, à un train. Donc votre raisonnement, c'est le train. Chaque argument que vous allez avancer, ce sera un wagon. Et chaque wagon doit s'attacher avec l'autre. C'est ce qu'on appelle les liens logiques entre les arguments. Donc il y a des mécanismes de raisonnement et on avait vu le cas de tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est l'exemple parfait du syllogisme. Donc, si Socrate est un homme, comme on avait dit précédemment que tous les hommes sont mortels, donc a fortiori, d'accord, Socrate est mortel. Donc cet exemple vous montre cette image de la réflexion pensée, mais aussi simple. Argumenter, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. C'est juste la manière dont vous allez agencer vos arguments. Pour chaque argument, vous devez l'illustrer d'idées. Chaque idée, vous allez l'illustrer avec un exemple. Et ça, on va le voir dans les différents types de raisonnement. Alors, la méthodologie est importante dans le raisonnement. Si on veut avoir une pensée organisée, il faut être méthodique, il faut avoir une méthodologie. La méthodologie, ce qui veut dire la science ou la connaissance de la méthode. Vous devez avoir une certaine aisance quant à l'assimilation en fait de cette typologie des arguments, d'accord? Quels sont les types d'arguments? Comment je vais raisonner? Il n'y a pas un type de raisonnement, d'accord? Et donc, il faudra connaître ces types de méthodes, enfin, ces méthodes de raisonnement. Oui? On l'avait déjà, oui, je reviens rapidement dessus, comme ça je passe aux différents types de raisonnement. D'accord? Ce qu'on avait, comme la séance, en fait, elle est longue, je l'ai scindée en deux, mais pour que je puisse commencer sur la partie raisonnement. En plus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, je reprends rapidement. Donc, la méthodologie, elle peut être imagée à une forme de marche. Donc, une marche, ça peut être une marche rapide, ça peut être une marche athlétique. Il y a plusieurs types de marches. On est tous des individus différents et on ne marche pas tous de la même façon. Mais l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et surtout pour démontrer la vérité, c'est ce qu'on appelle la méthode. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle la méthode logique. Parce que si on veut démontrer quelque chose, c'est qu'on veut démontrer que ce que l'on pense être la vérité. On est intimement convaincu de cette vérité. D'où la méthode, d'où la nécessité d'avoir cette méthode, ce processus. La logique, ça revient à dire que j'ai une pensée
mais qu'il faut qu'elle soit raisonnée, logique. Donc, la logo, donné au niveau grec et latin, on a la logos, ça veut dire la raison. Donc, la logique, c'est une science de la démonstration. Je dois démontrer que ce que je dis est vrai. Et je peux démontrer que si je suis une démarche. D'accord ? Je sais que c'est très abstrait ce que je vais dire, mais vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait logique et on le fait constamment dans notre vie au quotidien. La logique, d'accord, c'est la raison. D'accord ? C'est démontrer à son auditoire, à son interlocuteur, que ce qu'on dit est logique et raisonné. Alors, si je vais essayer de démontrer que ce que je dis est logique, et bien pour cela, je vais entrer dans l'art de la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre. Parce que je peux dire la vérité, mais peut-être que les gens ne vont pas me croire. Il faut que je sois convaincant. Et pour être convaincant, je dois avoir une certaine maîtrise de la rhétorique, de l'art de la plaidoirie. Et inversement, vous avez des gens qui ne disent pas la vérité. Mais comme ils ont l'art de la rhétorique, d'accord, ils arrivent à vous faire croire que c'est la vérité. Donc oui, j'ai la vérité, mais j'ai un chemin pour démontrer que c'est vrai. Ce chemin-là, ça va être la raison, d'accord ? Mais pour avoir cette connexion entre les wagons, je vais devoir, en quelque sorte, alimenter ça avec de l'électricité, d'accord, avec du charbon. Et bien, c'est ça, c'est la rhétorique. Si on doit imager par rapport au train. OK ? Donc, quand quelqu'un a un discours qui n'est pas cohérent, on dit qu'il a des idées en désordre. On dit qu'il y a une fuite en avant des idées, c'est pas logique. Ça se voit directement. Et l'art du discours, on en revient à Cicéron, grand juriste, politicien de la Rome antique. Il disait « La rhétorique, c'est tout l'ensemble de connaissances que possèdent les hommes les plus instruits, qui constituent l'éloquence. Les vrais orateurs sont rares et certainement des hommes supérieurs, dignes, on le devine, des plus hautes fonctions. Personne ne saurait devenir un orateur accompli s'il ne possède tout ce que l'esprit humain a conçu de grand et d'élevé. » Donc Cicéron, il met la rhétorique avant tout. D'accord ? C'est les grands hommes qui savent parler. C'est les grands hommes et les grands penseurs qui ont l'art de la parole et l'art de convaincre. Alors ça, c'est une... donc ça, vous le verrez dans le cours précédent que je vais poster. C'est toute la partie sur la bibliographie concernant les livres sur l'argumentation et l'interprétation juridique. Vous avez Chaim Perlman qui est une référence dans son traité de l'argumentation juridique et Stefan Goldsberg qui a écrit sur Chaim Perlman. Vous avez également Benoît Friedman qui a écrit Le sens des lois, histoire de l'interprétation et la raison juridique. Donc, ce sont des ouvrages de référence si vous voulez approfondir tout ce qui concerne l'interprétation et l'argumentation juridique. Alors, Benoît Friedman, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit l'interprétation s'occupe de la sémantique. Ça veut dire du sens de la loi, du sens des mots. L'argumentation, elle porte sur la syntaxe, l'ordre. Qu'on en revient à la notion de wagon, comment les wagons sont attachés dans le train. C'est l'articulation des arguments entre eux. Donc l'argumentation juridique, elle exploite également l'interprétation juridique. Pourquoi je reviens sur ça ? Parce que tout à l'heure, quand on va étudier les types de raisonnement, on devra aussi compléter cette étude avec l'interprétation. Je vais raisonner, mais je ne peux raisonner que si j'interprète. Ça va de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, l'argumentation, comme le dit Friedman, elle exploite l'interprétation comme un de ses éléments pour construire un propos. Si je veux convaincre des choses, je vais me reposer par exemple sur des textes de loi et je vais leur donner une interprétation. Et c'est ce que vous allez faire constamment avec les textes de droit.
vous allez constamment les interpréter. Et de là, vous allez tirer une argumentation. D'accord? C'est avec ça que vous allez pouvoir convaincre. Par exemple, si vous êtes avocat, vous allez pouvoir convaincre le juge. Donc, c'est grâce à ces raisonnements-là et ces connexions logiques. La diversité des arguments juridiques. Donc, il y a une classification. Certains disent qu'il y a 13, il y en a qui disent qu'il y a 11. Mais l'interprétation sera toujours le préalable à l'argumentation. Je serai toujours obligé d'interpréter les textes, toujours obligé d'interpréter les faits. D'accord? Quand vous êtes un juriste et que vous devez faire un cas pratique, qu'on verra la semaine prochaine, vous devez interpréter les faits pour pouvoir les qualifier. Si quelqu'un est tombé devant une voiture, est-ce que c'est forcément un accident de la circulation? Est-ce que le véhicule l'a percuté? Comprenez? Je serai toujours obligé d'interpréter à la fois la situation et interpréter les textes. Parce que si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas argumenter. Si je suis le client du conducteur, je vais dire « il est tombé devant le véhicule, il n'y a pas eu d'impact ». Je vais interpréter la réalité. D'accord? Je vais donner une vérité. Et à ce moment-là, comme la personne est tombée à côté du véhicule, elle n'est pas tombée à cause du véhicule, je vais essayer de dire que ça ne s'applique pas aux accidents de la circulation, que c'est une banale chute sur la voie publique. Comprenez? Tout est question d'interprétation. Donc, l'interprétation est le préalable à toute argumentation. Avant d'argumenter, je dois interpréter. Et il y a eu beaucoup de travaux pour comprendre dans la manière dont on peut et comment on doit interpréter la loi, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. La logique juridique aussi, elle fonctionne sur des postulats. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la fiction. Le juge y crée toujours des fictions. L'homme raisonnable, le bon père de famille. Donc, ça, c'est une interprétation, mais ça va au-delà de l'interprétation. C'est-à-dire que le juge, pour interpréter quelque chose, il a besoin de créer comme une espèce d'avatar, quelqu'un qui est virtuel, quelqu'un qui n'existe pas, et qu'il pose en modèle. En général, c'est le bon père de famille, qui a ce qu'on appelle toutes les caractéristiques de la personne raisonnable, qui conduit de manière raisonnable, qui prend les décisions les plus raisonnables, qui est prudent, qui va par exemple prendre soin de ses voisins, prendre soin de sa famille. Donc c'est cette fiction que le juge va créer. Et bien évidemment, ce postulat va permettre au juge d'interpréter la situation. Donc la logique, c'est une application, la logique juridique est simplement une application de la logique de tous les jours. Et simplement l'application de ce qu'on appelle le bon sens. Donc le bon sens, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est inné, qui a à voir un peu avec la morale. Mais j'aime pas trop m'aventurer sur ce terrain-là de la morale. Pourquoi? Parce qu'un texte de loi peut être immoral, mais légal. D'accord? Vous avez vu la différence. C'est pas forcément quelque chose qui est légal, qui est forcément moral. Je vous donne un exemple. Le fait qu'il y ait des casinos, le fait qu'il y ait des paris, qu'il y a par exemple des sociétés qui gèrent les paris, que ce soit en ligne ou les paris hippiques, équestres, d'accord? Tout ça, ça peut se révéler selon la religion comme quelque chose d'immoral, mais c'est parfaitement légal. Le droit bancaire, avec les taux d'intérêt, d'accord? L'intérêt, au regard de notre religion, peut être assimilé à quelque chose d'immoral, mais c'est parfaitement légal. D'accord? Donc, le bon sens, oui. La morale dans une certaine mesure, parce que les textes de loi ne sont pas forcément moraux. Par contre, le texte de loi, il fait clairement la délimitation entre ce qui est licite et ce qui est illicite. Mais la morale n'a rien à voir avec les textes de droit. Donc, la logique juridique va emprunter ce syllogisme qu'on a vu tout à l'heure avec Socrate. Et donc, c'est des mécanismes qui sont universels, que simplement on a adaptés pour le droit. Alors, le juge, face à la logique juridique, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la catégorie juridique au cas de l'espèce. On reprend le cas de l'accident de la circulation.
Donc, le juge, il a des cases, il a des classifications. C'est pour ça que dès la première année, on vous donne les classifications. Parce que c'est ces classifications qui vont vous permettre d'interpréter de manière efficace et de faire cette classification des matières entre elles. Droit public, droit privé, droit interne, droit international. D'accord? Ensuite, dans chacune de ces catégories du droit privé, vous avez le droit civil, le droit commercial. Vous avez des classifications qui sont propres à chacune des grandes familles. Donc tout, normalement, comme on est dans une application logique, normalement, tous les juges devraient arriver au même résultat. D'accord? Ça, c'est une fiction. C'est un postulat fictif concret. On dit si les juges sont formés tous de la même manière et s'ils raisonnent tous de la même manière, ils doivent arriver à un résultat qui est similaire pour des situations qui sont identiques. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. D'où l'importance de la jurisprudence. Donc, oui, il y a une logique juridique qui est propre aux juristes. Elle n'est pas pour autant similaire parce qu'elle ne va pas produire les mêmes résultats. Parce que les juges vont interpréter de différentes manières. Et on va voir comment vont faire les juges, notamment quand le texte évolue dans le temps. Non, au contraire, le texte n'évolue pas dans le temps et les situations évoluent et le texte n'a pas anticipé ce genre de situation. Donc l'approche logique serait une réduction du logique en quelque sorte parce que les juges ne sont pas tous formatés dans un moule unique où ils feraient une application mécanique de l'interprétation et de la règle de droit. Alors, je me suis trompée, j'ai mis une topique, mais c'est un topique juridique, se compose d'un ensemble de dispositifs linguistiques qui établissent les principes pour interpréter les textes juridiques. Alors, comment on fait pour interpréter? Il y a différentes techniques qu'a élaboré la doctrine pour interpréter les textes, en fonction que le texte soit clair, que le texte n'est pas clair, qu'il y a des dispositions qui ne sont pas à leur place. Donc, il y a toute une série de méthodes pour interpréter les textes. Est-ce que quand on a bien argumenté, on a forcément convaincu tout son auditoire? Non. Et on peut penser que bien argumenté, ça peut aussi on peut aussi susciter chez d'autres personnes d'autres prises de position, d'accord? Et le fait de bien argumenter, c'est pas parce que j'ai bien argumenté que je ne peux pas avoir d'opposition. Pourquoi? Parce que je dois intégrer le fait que ce que je dis n'est pas forcément ce que l'autre pense. D'accord? Donc le fait d'avoir une partie de l'auditoire qui est pas convaincue et qui est contre, ça ne veut pas dire que forcément je n'ai pas bien argumenté. Et Perlman le dit, le désaccord n'est pas un signe d'une erreur, mais un phénomène dont il faut admettre le caractère courant, voire normal, à savoir que les humains ne pensent pas de la même manière et surtout que leurs intérêts ne coïncident souvent pas. Donc quand vous êtes dans un tribunal, vous pouvez avoir une plaidoirie qui est excellente de l'avocat de la défense, comme vous pouvez avoir un très bon avocat de l'accusation. Et pour autant, ils ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. D'accord? Donc ça veut dire que si j'ai bien argumenté, ce n'est pas parce que j'ai bien argumenté que j'ai réussi à convaincre tout le monde. Alors, les Romains avec Aristote, la logique juridique, elle repose sur quoi? Le concept, ça veut dire ce à quoi je pense. Le jugement, ce à quoi j'en pense, c'est-à-dire la proposition. Le raisonnement, ou ce qu'on appelle le syllogisme juridique, c'est ce que je vais en déduire, ce que j'en déduis. D'accord? Ça repose sur ce triptyque-là. Je pense, j'en pense et j'en déduis. L'un relève du concept, l'autre de la proposition et l'autre se fonde, faire tout ça, sur le syllogisme juridique. Alors tout ça va paraître plus clair avec
le discours de la méthode de René Descartes. Vous vous rappelez, on avait vu ça. Donc, je ne vais pas revenir en détail, je vais reprendre plutôt les 4 règles de la méthode cartésienne. Si vous voulez avoir un raisonnement organisé, fluide, pertinent, vous devez toujours avoir ces 4 règles en tête. La première règle, elle est fondamentale. La première étant de ne recevoir jamais aucune chose pour vrai. Alors, je sais que c'est du vieux français, que je ne la connusse évidemment être telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois pas juger de prime abord. Je ne dois pas porter de jugement hâtif. C'est pas parce que je vois quelque chose que pourtant ça peut être vrai. D'accord? Donc, ne jamais recevoir une chose pour vrai. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps dans le doute. Et c'est la base du raisonnement de Descartes. Si je doute, c'est que je pense. Et le doute, il est bénéfique pour le juriste. Parce que le doute, il va lui permettre de balayer toutes les situations et d'éviter de laisser quelque chose qu'il n'a pas étudié. Et le propre du chercheur en droit, c'est la même chose. Il doit envisager tout. Et plus il doute, plus il cherche. Et plus il doute, et plus il améliore son raisonnement et il améliore la qualité de ses arguments. Parce qu'il ne part pas du postulat que ça, c'est vrai. Okay. La deuxième, c'est de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Alors ça, c'est du vieux français, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai un texte qui est difficile à interpréter, par exemple, je dois le compartimenter, je dois le segmenter, je dois le découper. Plus je vais le découper, plus il va être plus facile en fait, c'est déconstruire pour mieux construire. Je vais déconstruire les notions, je vais les interpréter les unes avec les autres. Quand je vais les regrouper, ce sera beaucoup plus facile pour interpréter. Exactement. Donc, quand quelque chose est compliqué, il faut le décomposer. Pareil, quand vous devez faire un commentaire d'arrêt ou un cas pratique, vous devez à tout prix décomposer la situation. Plus vous allez la décomposer, plus la chose vous paraîtra moins complexe. La troisième, c'est ce qu'on a évoqué au début du cours, de conduire par ordre de mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et ensuite aller au plus complexe. C'est comme quand on vous dit de faire une introduction en entonnoir, vous partez du général au particulier. Là aussi, vous allez partir des choses les plus simples pour aller faire les choses les plus compliquées. Et c'est beaucoup plus facile comme démarche. Vu que vous commencez simplement, et vous allez avoir des notions qui seront faciles à étudier, vous allez pouvoir argumenter plus facilement et ça va vous emmener à des choses beaucoup plus complexes. Le dernier, c'est de faire partout des démembrements si entiers et des revues si générales que je puisse assurer de ne rien omettre. D'accord? Donc, je vais autant décomposer, d'accord, que de parties, d'accord, que c'est nécessaire. Donc, dans la décomposition, je vais pouvoir argumenter et expliquer. Je vous donne un exemple. Quand vous faites une dissertation, qu'est-ce qu'on vous dit en premier? De définir tous les termes du sujet. Et définir tous les termes du sujet, c'est de la décomposition. Vous décomposez chaque chose. Et ensuite, vous allez les déconstruire. Et vous allez partir de ces définitions générales à des problèmes beaucoup plus particuliers et beaucoup plus complexes que vous allez aborder, bien évidemment, dans votre dissertation, par exemple. Okay. Donc ça, cette méthode de Descartes, c'est le raisonnement cartésien qui est utilisé dans la vie courante, mais encore plus dans le raisonnement juridique. Donc, on reprend notre théorie du train et des wagons. Donc, il y a des chaînes de raisonnement, c'est-à-dire chaque argument, c'est un wagon que je vais coller les uns avec les autres. Et chaque argument va correspondre à une définition, à une idée que je vais illustrer avec mon argument. Je vais aussi mettre dans mon argumentation des exemples,
d'accord? Parce que pour mieux argumenter, je dois quand même illustrer pour dire que j'ai raison. Je vais comparer aussi. Je vais prouver également, je vais faire des raisonnements à contrario. Je veux dire, bah regardez, dans ce cas-là, ça marche pas. Vous avez autant de raisonnements, d'accord, que d'argumentation à faire. Alors, on arrive au type de raisonnement. Alors, de manière classique, si on doit faire deux grandes catégories, on a les méthodes inductives, les raisonnements inductifs, et vous avez les raisonnements déductifs. Alors, on va commencer par le raisonnement inductif. Alors, le raisonnement inductif, c'est une opération intellectuelle où, par exemple, on va partir de faits et on va en tirer des conclusions générales. Donc, c'est des expérimentations qui peut-être sont plus faites pour les gens qui font des enquêtes de terrain, des gens qui font des expériences, d'accord? Pour le juriste, c'est un peu particulier parce que vous allez tirer des conclusions de faits ou de propositions. Et en fait, vous allez devoir faire comme si vous aviez la situation dans un microscope. Vous allez avoir une phase d'observation. C'est pas trop le cas du juriste. Le juriste, il n'est pas en laboratoire, il fait de l'expérimentation, mais il fait pas de l'observation. L'observation va se faire quant à la qualification des faits, d'accord? Pour voir si ces faits, il les qualifie pour les rentrer dans des catégories. Mais c'est pas du tout le cas des juristes. Parce que qu'est-ce que nous dit la méthode inductive? C'est-à-dire que je vais regarder la situation, je vais l'analyser, et puis après, je vais en tirer une règle. Je vois que les éléments, en fait, se multiplient, donc ça va créer telle règle. C'est-à-dire que dans cet élément, ces règles se multiplient. Ces bactéries se multiplient dans ce type d'environnement. Ce n'est pas propre, c'est pas adaptable aux juristes. C'est une approche qui démarre sur des observations pratiques, des constats. Mais je peux avoir une démarche inductive dans le cadre, par exemple, d'une étude où il faudrait légiférer, par exemple. Si je constate que des situations se multiplient et que pour autant, il n'y a pas de législation. Je ne sais pas, par exemple, le fait de vapoter en public. Est-ce que vapoter, c'est fumer? On ne sait pas. Le législateur, il a dit fumer, mais vapoter, c'est quoi? Ouais. Il y a plein de vides comme ça juridiques. On ne sait pas encore, c'est pas encore élaboré. Parce que ça relève de quoi? D'une nouveauté. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a légiféré sur l'intelligence artificielle? Non, il n'y a pas de loi encore sur l'intelligence artificielle. Mais je peux faire des observations pratiques sur l'intelligence artificielle qui est utilisée pour rédiger des choses à la place des gens. Est-ce que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle me donne de fausses informations, qu'elle m'induise en erreur et que je donne ça à quelqu'un et qu'ensuite il me poursuit en justice, est-ce que c'est la responsabilité de l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut causer un dommage à autrui? Voilà. C'est, par exemple, je vais partir de constatations concrètes et j'ai pas pour autant de législation. Donc, ce serait le processus de recherche inductive, il repose sur ça. On commence par définir un domaine spécifique, puis on va délimiter de manière un peu plus précise un champ d'étude, d'accord? Ensuite, on va répondre à la question posée dans le ou les domaines étudiés. Et ensuite, on va extraire ces observations, un ensemble de théories. Mais pour nous, c'est pas... Pour nous, même si on constate qu'il y a des vides juridiques, pour autant, la méthode inductive ne va pas nous apporter grand-chose, puisque le législateur, il sera obligé d'interpréter par rapport aux effets sur la société et par rapport à la finalité qu'il veut, c'est-à-dire de protéger les concitoyens dans un souci de santé publique, par exemple. D'accord?
Donc, ces observations pratiques, elles conduisent soit à l'élaboration d'un modèle théorique. Ça, nous, on ne peut pas le faire. On ne part pas d'une situation qu'on va constater et on va faire un modèle. Pas forcément pour le juriste. L'analyse sur le terrain, elle n'est pas impartiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est influencée. Et ça, c'est un risque pour le juriste. Pourquoi? Parce que le juriste, il doit être neutre. Il doit pas être, il n'a pas de parti pris. En plus, voilà, c'est pas un domaine qui est propre pour l'analyse et l'observation. D'accord? C'est plus le fait de scientifique. C'est plus le fait de sociologues, d'anthropologues qui vont aller, par exemple, étudier, je ne sais pas, une catégorie d'individus. Ils vont les observer et ensuite, ils vont en déterminer des règles générales. D'accord, c'est pas du tout le cas, c'est pas vraiment ce que font les juristes. Alors maintenant, on va passer à l'autre type de raisonnement si on est soit inductif, soit déductif. Le raisonnement déductif, il consiste à partir de concepts généraux et ensuite d'appliquer ces concepts généraux à des cas. Et donc là, on est plus dans l'application mathématique. Vous avez une règle et vous faites l'application de la règle à l'espèce. Bah là, on est dans le juridique parce qu'il y a une règle de droit et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On l'applique à l'espèce. Donc, ça se décompose comment? Vous avez des hypothèses, d'accord? Ensuite, les données, il faut les analyser. Donc, c'est une approche mathématique. Ensuite, vous devez interpréter les résultats. C'est ce qu'on fait en tant que juriste. Quand on va faire le syllogisme et le cas pratique, vous allez le voir. Vous avez une situation. Vous décomposez la situation. OK? Vous qualifiez la situation avec des termes juridiques. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a fait un accident de la circulation. On va vous raconter les faits comme ça. Madame X a été percutée par un véhicule. Elle était sur le passage piéton. Le véhicule est arrivé à vive allure. Il a percuté. Elle s'est retrouvée de l'autre côté de la chaussée. Elle est blessée. Elle a été à l'hôpital. Vous avez plein d'éléments à l'intérieur qui... Oui, c'est du fait. D'accord? Vous devez être efficace. Le juriste, il trouve que la situation, ça rentre dans quelle catégorie? Accident de la circulation, responsabilité civile, spéciale, parce que les accidents de la circulation, c'est une catégorie spéciale de responsabilité. Parce qu'il y a une loi propre sur les accidents de la circulation de 1985. Vous comprenez? Je vois la situation, je parle du texte juridique et je vérifie si le texte rentre dans mon cas d'espèce, si je peux transposer à mon cas d'espèce. D'accord? Et donc, le raisonnement déductif, il est plus proche du raisonnement attendu en droit. Mais il y a un risque. Lequel? C'est qu'une proposition vraie, voilà, quelle que soit la valeur de vérité de ses composants, elle sera toujours vraie. D'accord? Donc, si, par exemple, je pars d'une règle générale, j'essaye de l'appliquer à un cas d'espèce, par exemple, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cas d'espèce, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, c'est une vérité qui est constante. D'accord? Je n'ai pas besoin d'une règle générale pour constater qu'au jour d'aujourd'hui, comprenez? En fait, c'est quelque chose qui est déjà vrai. Je ne sais pas comment vous expliquer. Qu'est-ce que vous avez au jour d'aujourd'hui? C'est le fait que vous avez une règle qui est vraie et que vous essayez de l'interpréter ou de la faire entrer dans une catégorie et ça donne une répétition. D'accord? Vous n'avez pas besoin. D'accord? Le ciel est bleu, c'est quoi? C'est une vérité. D'accord? Je n'ai pas besoin d'une règle générale qui me dit oui, le ciel, il est bleu parce que... D'accord? OK? Donc, voilà. L'enfant qui naît, c'est celui qui sort du ventre de sa mère. Je n'ai pas besoin d'autres... comprenez? C'est le risque de trop raisonner avec ce détail-là, c'est que tu vas te mettre à raisonner pour des choses qui sont vraies et de manière incontestable. Comprenez? Après, on rentre dans la tautologie. D'accord? C'est
C'est ce défaut-là. Claude Bernard. Alors, lui, il a expliqué que les faux savants ont une grande soif de tout expliquer, mais ils sont très peu ardents pour les preuves. Ils expliquent tout, mais ne prouvent rien. Ils courent à l'explication, mais non à la preuve. Donc, Claude Bernard, c'est un médecin du 19e siècle, je crois, qui a écrit ça dans son ouvrage qui s'appelle Cahiers de notes. Et il explique de manière assez pertinente le défaut quand on donne des choses, qu'on balance, des explications, et qu'on ne prouve pas ce qu'on dit. La nécessité de prouver ce qu'on dit fait partie du raisonnement. Je prouve ce que je dis, mais je ne suis pas forcé, comme a dit Perlman, de quoi? De convaincre l'auditoire. Donc, il court à l'explication, mais il ne court pas, d'accord, à prouver la réalité d'une chose. Alors, on va passer au type de raisonnement. Ce qui est le plus important, c'est ça. C'est les types de raisonnement. Les juristes, on a des types de raisonnement qui sont différents. Le raisonnement par analogie, première catégorie. Donc, je vais établir des similitudes entre les situations, entre les objets, entre les concepts. Et je vais en tirer des conclusions. Et ça va me permettre, par exemple, pour une même situation, d'accord, que le juge a statué selon cette règle de droit, par analogie à une situation qui est similaire, je vais appliquer la même règle de droit. D'accord? C'est un raisonnement par analogie. C'est une interprétation qui est rationnelle, puisque si j'applique une règle pour telle situation, j'ai une situation qui est similaire, je vais appliquer la même règle de droit. C'est une interprétation aussi qui se fait en démontrant que la règle s'applique même s'il y a des variantes. D'accord? Vous avez vu que la règle de droit, elle a une portée générale. Que le droit ne peut pas tout prévoir. Et donc, pour une situation similaire, je vais considérer que, comme la situation s'en rapproche, je vais appliquer la même règle de droit. Donc, c'est un raisonnement par extension. L'interprète applique une règle conçue pour un cas connu et il va l'appliquer à un autre cas particulier qui n'a pas été clairement envisagé. Donc, c'est théorique, mais on va faire un exemple. Il est interdit, d'accord, je vous donne un cas. Il est interdit de courir sur la pelouse. Est-ce qu'il est interdit de marcher? Courir, est-ce que c'est marcher? Non, c'est pas la même chose. Mais la similitude, elle réside dans quoi? Il est interdit de courir sur la pelouse. Est-ce qu'il est interdit de marcher? Il n'y a pas écrit marcher, mais je dois en déduire que courir, c'est aussi marcher. Un exemple. Il est interdit d'amener son chien dans l'aire de jeu. Le chien, c'est un animal domestique. Ok. J'ai un chat en laisse. Est-ce que je peux le ramener à l'aire de jeu? Alors, il est interdit d'amener son animal domestique au travail. Tous les animaux domestiques sont interdits. Ensuite, qu'est-ce qu'un animal domestique? C'est celui qui vit avec des humains à la maison, d'accord. Oui, mais moi, j'ai élevé un petit... j'ai élevé un petit... non, un reptile, d'accord. J'ai un serpent. Est-ce que ça rentre dans la catégorie des animaux domestiques? Mais moi, je l'ai domestiqué. Il vit avec moi depuis qu'il est petit. C'est un animal domestique, mais en fait, c'est quoi? J'ai pas le droit d'amener mon animal
domestique, quand bien même il serait sauvage. D'accord? Donc, pour des cas similaires, je vais appliquer la même règle. La finalité de ces exemples, c'est de vous montrer quoi? Courir au marché, c'est des situations similaires. Le fait est que je n'ai pas le droit de marcher sur la pelouse. Donc, si je raisonne de manière logique, je suis policier. Je dois surveiller la pelouse. Il y en a un, il vient, il court. Ah, c'est interdit de courir. T'as pas vu, c'est écrit. Il y en a un, il vient, il se dit, ah ouais, mais moi, je suis malin, je vais marcher en petite foulée. Je vais marcher un peu rapidement. Ça reste qu'il n'avait pas le droit d'aller sur la pelouse. Donc, le policier va faire un raisonnement qui est similaire. Ce qui était valable pour courir sera valable également pour celui qui marche rapidement. Comprenez? C'est le raisonnement. D'accord? Parce que la règle de droit, elle n'a pas prévu ce cas-là, de manière fictive, elle a mis courir, mais elle n'a pas prévu le cas de marcher. Mais c'est une situation qui est similaire. Exactement. Maintenant, on va passer au raisonnement à contrario. Alors, on l'aime bien, celui-là, quand on est juriste, et on aime bien écrire à contrario dans nos copies, que ce soit aux commentaires d'arrêt, au cas pratique. Alors, j'arrive à la solution où ça n'a pas été prévu, d'accord? Mais je vais prendre le texte et je vais l'appliquer à l'envers. Je m'explique. Il est seuls les mineurs de plus de 15 ans révolus ont le droit de travailler. Si je fais un raisonnement à contrario, je vais arriver à quelle solution? Seuls les mineurs ayant plus de 15 ans révolus peuvent travailler. A contrario, c'est quoi? Exactement, ok. Mais je vais rester dans la catégorie des mineurs. A contrario, les mineurs qui ont moins de 15 ans ne peuvent pas travailler. Donc le législateur, il n'a pas fait une règle pour dire ceux qui ont moins de 15 ans, ils ne doivent pas travailler. Par contre, il a fait quoi? Il a fait une règle et il a dit les mineurs de plus de 15 ans révolus peuvent travailler. A contrario, ceux qui ont moins de 15 ans ne peuvent pas travailler. Comprenez? Ça, c'est quand la règle de droit, elle autorise ou elle interdit quelque chose. Le mariage des mineurs est interdit. A contrario, le mariage des majeurs est permis. Comprenez? Quand la règle n'est pas prévue, je fais un raisonnement a contrario pour dire si c'est prévu ou si c'est pas prévu. Et donc, comme le législateur n'a pas souhaité ou n'a pas pensé ou s'est dit c'est complètement inutile de légiférer sur la situation inverse, donc il l'a pas fait. Nous, en tant que juristes, on doit interpréter. Je vous donne une autre règle. Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un contrat? Et ça, on va le voir au second semestre. Le contrat, d'accord, l'objet du contrat, voilà, exactement. Le contrat ne peut porter que sur les choses qui sont dans le commerce. A contrario, tout ce qui ne fait pas partie du commerce ne peut pas faire l'objet d'un contrat. Ok? Donc, vous avez compris? Quand le législateur n'a pas prévu la règle, ou il a prévu la règle mais il n'a pas prévu le contraire, on utilise le raisonnement a contrario pour supposer la règle à interpréter. Donc, on applique toujours la solution opposée à celle qui est envisagée pour un cas contraire. Donc, c'est ça le raisonnement a contrario. En d'autres termes, on part du principe que si la loi énonce une règle, elle a exclu automatiquement la proposition qui est opposée. Comme j'ai dit dans le cas, que les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet d'un contrat. Donc, elle exclut tout ce qui n'est pas dans le commerce ne peut pas faire l'objet d'un contrat. C'est une exclusion.
Donc, cette méthode d'interprétation, elle affirme que l'inclusion d'une option signifie inévitablement l'exclusion de l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre, soit le contraire. L'adage à retenir, c'est que les exceptions sont d'interprétation stricte. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas extrapoler, je ne peux pas avoir des interprétations. Aussi, vous l'avez vu en introduction à l'étude du droit, ou l'introduction aux sciences juridiques, la règle, le droit pénal, la règle de droit pénal, elle est d'interprétation stricte. D'accord? Je ne peux pas me permettre de faire ce genre d'interprétation, et même pour l'interprétation à contrario, je ne peux pas le faire. Parce que c'est strict. Ça touche aux libertés individuelles. Je vous renvoie à Beccaria. Les dispositions qui sont dans le code pénal sont prévues dans le code pénal et le juge ne peut que statuer sur les dispositions du code pénal. Il ne peut pas inventer des peines de son propre chef, inventer des infractions ou dire voilà, je vais inventer des nouvelles peines privatives de liberté. C'est la compétence du juge. Alors, le raisonnement a fortiori. Alors, c'est un type de raisonnement qui permet d'étendre la règle à un cas qui est non prévu à une autre situation qui est similaire. Ça se rapproche du raisonnement par analogie, sauf que on va pousser un peu plus le raisonnement. Je vous donne un exemple. Il est interdit de marcher sur la pelouse. A fortiori, il est interdit de ramper. C'est pousser l'interprétation encore plus. On ne peut pas blesser volontairement son animal domestique, a fortiori, on ne peut pas le tuer. D'accord? C'est des exemples que j'ai trouvés comme ça, je me suis dit, a fortiori, si je ne peux pas, alors je vous donne par exemple, je ne peux pas, alors un truc qui sera choc comme ça, vous allez le retenir. Je ne peux pas vendre, je ne peux pas confier mon enfant à quelqu'un, a fortiori, je ne peux pas le vendre. Vous comprenez? Je trouve que c'est un exemple qui est fort, mais au moins vous allez le retenir. Je ne peux pas confier mon enfant à quelqu'un, genre le donner comme ça, a fortiori, je ne peux pas le vendre. Donc déjà que je ne peux pas le donner, bah encore plus, je ne peux pas le vendre. Vous comprenez la différence avec le raisonnement par analogie? Par analogie, je vais prendre des situations qui vont être similaires. A fortiori, je vais rajouter. Je ne peux pas déjà donner mon enfant comme ça. A fortiori, je ne pourrais pas le vendre. Comprenez? Donc, on passe quand même par un raisonnement par analogie pour avoir un raisonnement a fortiori. Donc, c'est un peu complexe, mais c'est dans l'exagération. OK? C'est dans le fait d'exagérer. Alors, le raisonnement téléologique. Alors, ça repose sur la recherche de la finalité de la loi. Alors, je vais essayer d'interpréter un texte où je vais raisonner selon un texte que je vais interpréter, mais ce qui va retenir mon intention, c'est pas le texte en lui-même, c'est ce qu'a voulu le législateur. Je reprends le cas du mineur qui peut travailler qu'à partir de l'âge de 15 ans révolu. Le législateur, il n'a pas parlé du travail des enfants qui ont 12 ans, il n'a pas parlé des gens qui mettaient leurs enfants dans l'apprentissage, et qui commencent à apprendre un métier. Alors, pourquoi le législateur n'a pas prévu des cas pour les mineurs qui ont moins de 15 ans? Quelle est la finalité de cette loi? D'interdire quoi? Le travail des enfants. Exactement. Le législateur, quand il ne prévoit pas quelque chose, peut-être que la finalité, c'est qu'il ne veut pas prévoir des choses parce qu'il estime que c'est contraire à la finalité de la loi. Je parle des enfants qui ont 15 ans révolus, c'est-à-dire qu'ils ont 15 ans et un jour, parce que j'estime qu'en dessous de 15 ans,
l'enfant, sa place n'est pas au travail, mais à l'école. Donc voilà la finalité du législateur. Et aussi, par exemple, quand vous avez un mineur qui travaille entre 15 ans révolus et 18 ans, il ne peut pas faire n'importe quelle tâche. Parce que le législateur a prévu que il était encore un mineur et que l'employeur ne pouvait pas l'exploiter de manière abusive. Exactement. Il faut qu'il lui donne un cadre et on lui donne une protection. Quand, par exemple, quelque chose n'est pas prévu en matière de droit de la consommation, en droit du travail, on va toujours derrière ce qu'a voulu le législateur. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu protéger le salarié parce qu'il estime que c'est une partie faible. Le législateur, il a voulu protéger le consommateur. Le législateur, il a voulu protéger les enfants avec le droit de l'enfant et les conventions internationales. Donc, quand il y a une loi et que peut-être que la loi n'a pas prévu ces cas-là, ben, on va aller derrière la finalité. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce que voulait réellement le législateur? Donc, c'est une méthode interprétative qui va combiner à la fois l'examen de la loi, l'intention du législateur. Il va également vérifier au niveau des travaux préparatoires, parce que quand on fait une loi, ça tombe pas du ciel comme ça. Il y a des chambres qui se réunissent, il y a des commissions, il y a des travaux préparatoires. Le fait de rentrer dans les travaux préparatoires, c'est aussi de l'interprétation. Ça va vous permettre aussi de comprendre quelle était la finalité. Et aussi, parfois, comme on le voit dans notre législation, la loi, elle date d'un certain temps. Je vous prends l'exemple du DOC. Il date de 1913. Je vous parle même pas du droit foncier. J'ai un cours de droit foncier et la plupart du temps, quand je parle d'un texte de loi, il date de 1913, 1918. C'est toute la législation qui s'est faite pendant le protectorat qui s'applique toujours actuellement. Et cette législation, il y a plein de choses qu'elle n'a pas prévues. Donc, ça demande d'avoir une interprétation qui évolue avec le temps. Alors, le raisonnement concessif, donc ça, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est le raisonnement politesse. C'est-à-dire que quelqu'un, vous l'écoutez, il parle, vous lui dites oui, mais. Donc, ça veut dire que vous adhérez à ses arguments, vous raisonnez un peu comme lui, mais vous allez chercher à présenter des arguments inverses. Donc, ça permet d'avoir une singularité dans le raisonnement, c'est-à-dire que je prends une partie de son raisonnement, mais il y a des choses que moi, je vais estimer qui sont contraires. Donc, je vais avoir des arguments adverses pour développer mon propre point de vue. Donc, ça, c'est un raisonnement concessif. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Vous connaissez toujours quelqu'un qui va dire oui, mais, oui, mais. Donc, voilà, c'est ce type de raisonnement. Alors, on va parler du raisonnement par l'absurde. Alors, ça aussi, ça existe en droit et il faut savoir que parfois, les juges utilisent le raisonnement par l'absurde. Alors, c'est un argument rhétorique qui est complètement détourné de sa finalité. L'argumentation par l'absurde ou le raisonnement par l'absurde, il n'a pas une volonté de démontrer quelque chose. Il n'est pas là pour démontrer la vérité, mais plutôt pour réfuter. Alors, c'est une méthode d'argumentation qui est, oui, elle est persuasive, c'est-à-dire qu'elle arrive à convaincre. Des fois, c'est l'argument par le ridicule. Donc, voilà. J'ai pris une décision du tribunal de grande instance de Tarascon du 20 novembre 1998. Et dans cette décision de justice, le juge a procédé à une argumentation par l'absurde. C'est rare de trouver ça dans une décision de justice, mais on le trouve. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. Il y a un artiste qui s'appelle Ducamp, qui a créé, je crois, en 1917, il a fait une œuvre d'art avec un urinoir. Vous savez, c'est des toilettes, mais pour aller pisser. Voilà. Et donc, il a créé une œuvre d'art avec. Ça a été exposé. Et il y a un autre artiste, qu'est-ce qu'il est venu? Eh bien, il a uriné dans l'urinoir. Et ensuite, il l'a cassé.
Le musée a porté plainte contre cet artiste. L'artiste leur a dit quoi? Il a dit non, pour moi, c'était pas une œuvre d'art. Quand j'ai uriné dedans, ça avait perdu toute sa fonction d'œuvre d'art. C'était revenu à sa fonction première d'être une pissotière. Voilà un endroit où on urine. Et en fait, quand j'ai uriné dedans, le fait que c'était juste un urinoir, et ben en fait, il est devenu une chose. Il a perdu sa qualité d'œuvre d'art. Et donc, c'est un raisonnement un peu bizarre. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit si uriner dans un urinoir peut rendre l'objet exposé comme une œuvre d'art à son usage premier, nul ne peut prétendre qu'une pissotière s'utilise à coups de marteau. Donc ça, c'est le raisonnement par l'absurde. D'accord. Qu'est-ce que lui dit le juge? Ok, c'est vrai, l'urinoir, il a perdu sa qualité d'œuvre d'art à partir du moment où tu as uriné dedans. Mais est-ce que les urinoirs ont vocation à être cassés à coups de marteau? Non. Donc ça reste une dégradation, le fait de détériorer quelque chose qui appartient à autrui. Donc c'est un raisonnement. Là, on a l'exemple type du raisonnement par l'absurde. Oui, d'accord. Si je continue à suivre ton argument qui n'a aucun sens. Mais est-ce que le fait que tu ailles aux toilettes, est-ce qu'à la fin tu casses tes toilettes avec un marteau? Ben non. Et ben c'est ça le raisonnement par l'absurde. Je continue sur un argument qui est pas bon, mais en plus je le démontre par un argument aussi abruti que ce qu'il avait dit avant. Il faut savoir que la personne qui avait cassé cette pissotière, elle a été condamnée à payer l'œuvre d'art et ça s'est oui, en plusieurs milliers d'euros. D'accord? Oui, alors le fait qu'elles sont installées comme ça lui donnait la qualité d'œuvre d'art. Il y en a qui disaient non, c'est pas une œuvre d'art. Mais vous inquiétez pas, quand on va faire le cours de droit des contrats, on l'aura au second semestre, je vous donnerai une panoplie d'arrêts sur les œuvres d'art. Donc ça va du tableau de Poussin à cette histoire de la pissotière. Donc voilà le raisonnement par l'absurde. Effectivement, dans cette espèce, le juge n'a rien voulu démontrer. Simplement que ce qu'avait dit l'autre était absurde. Et donc lui, il a continué sur ce raisonnement absurde. En lui disant, oui, en fait, c'était une œuvre d'art parce que c'était exposé. D'accord? Ça valait plusieurs milliers d'euros. Et donc, le juge, il a dit, d'accord, ok. Si toi, tu dis que c'est plus une œuvre d'art parce que tu as uriné dedans, est-ce que pour autant, tu casses tes toilettes avec des marteaux quand tu as terminé? Non. Donc, voilà, c'est un raisonnement par l'absurde. Donc, l'importance de l'interprétation. Ça signifie que se fier uniquement aux règles logiques exposées précédemment, c'est insuffisant. D'accord? Le raisonnement est insuffisant. Pour raisonner, je dois passer par l'interprétation. Je dois toujours interpréter. J'interprète les situations pour les qualifier et j'interprète le texte. D'accord? Donc, il y a plusieurs types d'interprétation. Alors, il y a l'interprétation exégétique, vous avez l'interprétation également téléologique et l'interprétation créative, mais moi, j'ai pas retenu cette interprétation-là. Elle existe, mais pas pertinente pour nous. Alors, l'interprétation exégétique, c'est la base. Ça vient de l'école de l'exégèse du 19e siècle. Il y avait des penseurs qui ont estimé que il fallait se fonder sur le texte. L'exégèse. C'est pareil pour les religions. Quand il y a quelqu'un qui dit « je vais interpréter, par exemple, le Coran ou je vais interpréter un texte de manière littérale », on appelle ça une interprétation exégétique. C'est-à-dire que je vais interpréter le texte mot à mot. Je vais interpréter le champ lexical. Je vais interpréter la grammaire. Je vais interpréter l'enchaînement des mots. Je vais avoir une interprétation qui est littérale. Je ne vais même pas sortir du texte comme on a vu tout à l'heure, où j'avais quand même essayé avec le raisonnement qui est prospectif de regarder ce que voulait
comment on appelle ça? Ce que voulait le législateur en arrière-plan. Donc, l'exégétique, en fait, il a une interprétation qui est du texte. Il ne sort pas du texte. Donc, en fait, c'est une école de pensée qui a dit, bah, comme il y a eu cet effort de faire des textes de loi, de faire des codifications, de faire des textes, on n'a pas besoin d'aller au-delà du texte. Le texte est rien que le texte. Alors, c'est une interprétation aussi qui repose sur les travaux préparatoires parce que faut interpréter le sens des mots par rapport au sens qui a été donné pendant les textes préparatoires. Mais ça reste que c'est une interprétation qui est fondée uniquement sur le texte. C'est une interprétation qui reste quand même limitée, dans le sens où l'interprète peut recourir à des méthodes logiques, des connexions plus logiques, des méthodes plus psychologiques, interpréter les mots dans leur contexte, interpréter les mots au regard de l'évolution du temps. Le problème de l'interprétation exégétique, c'est qu'elle est un peu radicale, elle est un peu extrémiste, elle ne permet pas d'aller au-delà du texte. C'est comme si je suis emprisonnée dans le texte. Donc, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui va se limiter uniquement à l'interprétation textuelle. Le risque de cette interprétation, c'est que parfois, quand le texte est ancien, quand il n'a pas prévu toutes les évolutions de la société, quand il n'a pas prévu les évolutions technologiques, eh ben, des fois, on va être un peu en train de faire ce qu'on appelle on va tâtonner, d'accord? On va essayer d'interpréter par rapport à un texte qui est ancien pour des choses qui ont évolué dans le temps. Et c'est le cas, par exemple, aujourd'hui avec le Mudawana. Pourquoi? Les dispositions qu'il y a à l'intérieur ne sont plus forcément d'actualité. Donc, parfois, le texte n'anticipe pas les évolutions ou les nouvelles situations qui n'étaient pas prévisibles lors de la rédaction du texte. Et d'autant plus quand vous avez un texte qui date du siècle dernier. Donc, c'est une méthodologie qui est fondée sur ce que l'auteur a voulu exprimer et ça reste quand même fragile. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. La méthode théologique, elle est beaucoup plus pertinente. Alors, ici, on va chercher l'intention de l'auteur, mais on va être beaucoup plus libéré, on aura beaucoup plus de flexibilité dans l'interprétation que si on avait fait une interprétation exégétique. L'auteur va quand même évoquer et envisager des cas qui n'étaient pas prévus par le législateur, ce qui n'est pas le cas dans l'interprétation exégétique. Donc, il y a la possibilité d'avancer dans l'interprétation. Et cette interprétation, quand elle avance, c'est le propre du juge quand il fait évoluer la jurisprudence. Quand les textes sont anciens et qu'il n'a que ces textes-là pour légiférer, il est bien évident qu'il sera obligé il sera obligé d'étendre la loi, d'essayer de la malaxer, de l'adapter à sa situation. Il a un moule et le moule, en fait, il est trop petit pour contenir son gâteau. Et ben, va tout faire en sorte pour que ce gâteau rentre dans le moule. Il trouvera une technique, mais il trouvera une technique. C'est exactement ça, l'interprétation téléologique. Il va se référer au texte, mais en l'adaptant, en le rendant, en fait, le texte, c'est comme s'il le rendait un peu mou pour permettre de faire rentrer sa situation dans ces cases-là. La finalité du texte, c'est le plus important dans l'interprétation téléologique. Ça veut dire que celui qui va interpréter, il aura une marge de manœuvre qui est beaucoup plus importante que ceux qui étaient dans le cadre exégétique. Exégétique, c'est un peu des extrémistes en disant si je sors du texte, eh ben, je vais dénaturer le texte. C'est comme des gens en fait qui sont en train de tirer un fil et ils n'imaginent pas qu'ils peuvent ouvrir le fil, le défaire, en faire des nœuds, d'accord? C'est un peu ça.
Il y a aussi cette recherche de l'objet social de la loi. C'est de se dire que oui, quand je vais interpréter par rapport à ce que veut le législateur. Même si c'était il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce qu'il voulait, c'est par exemple protéger le cas pour le Code du travail, protéger le travail des mineurs. Donc, la finalité du texte, c'est le plus important. Alors, le texte peut être limpide, il peut être clair, il n'y a pas besoin d'interprétation. Mais par contre, des complications peuvent venir et peuvent se dissimuler entre les mots. D'accord? Donc, quand vous avez des concepts juridiques qui sont fondés sur des notions abstraites, des notions générales, et ben c'est là où peut se cacher la difficulté. Cette difficulté, elle peut être liée également à des évolutions du temps. Je vous donne un exemple. La notion de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant il y a 30 ans, est-ce que c'est l'intérêt de l'enfant aujourd'hui? Non, c'est un concept qui a évolué avec le temps. La notion de bon père de famille, ça reste toujours les mêmes critères, mais on va mettre peut-être plus d'obligations à la charge du père. Peut-être qu'avant, le père, c'était celui qui amenait simplement l'argent au foyer, qui offrait un toit à ses enfants. Maintenant, il doit leur offrir une éducation, une instruction. Il y a beaucoup plus de choses qui entrent dans cette notion de bon père de famille. Pareil pour ce qu'on appelle les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs également ont évolué. Les bonnes mœurs d'il y a 30 ans ne sont plus les bonnes mœurs d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, une interprétation d'un texte qui est facile peut s'avérer vite compliquée avec l'évolution du temps sur des concepts qui sont abstraits, voire généraux. Et donc là, c'est la part du juge dans l'interprétation. D'accord? On va voir que en matière de contrat, le juge, il a une marge de manœuvre pour interpréter, mais ça reste une interprétation qui est encadrée. C'est pareil pour la loi. Le juge a des obligations quant à l'interprétation. Il ne peut pas interpréter n'importe comment, sinon il risque de dénaturer le texte. Quand le texte n'est pas clair, d'accord, c'est le cas quand le législateur s'est insuffisamment expliqué. Ça arrive, parfois la loi est mal faite. Vous avez des lois où le législateur ne s'est pas bien expliqué et ça peut prêter à confusion. Donc, il a formulé, par exemple, une règle générale sans prévoir les cas exceptionnels. Donc, à ce moment-là, je vais devoir faire quoi? Des raisonnements à contrario. Là aussi, ça peut être problématique. Est-ce que tout peut être, toutes les situations peuvent rentrer dans les raisonnements et l'interprétation à contrario? Pas forcément. Donc, là, à ce moment-là, quand je dois interpréter avec prudence. D'accord? Parce que sinon, je risque de dénaturer le texte si je lui donne une interprétation qui va au-delà de sa finalité, de ce que voulait, par exemple, protéger le législateur. Je vous donne le cas, par exemple, du cas et qui a actuellement a poussé les gens à demander l'interdiction du mariage des mineurs. Le mariage des mineurs est interdit sauf dérogation. Quand le juge interprète le texte, il dit oui, il y a une dérogation pour le mariage des mineurs à partir de 16 ans. Exactement, le juge peut autoriser la jeune fille à se marier. Mais en quelque sorte, c'est devenu une forme de règle. D'accord? À 16 ans, je peux autoriser une jeune fille à se marier. Et maintenant, le législateur, cette faille dans l'interprétation, d'accord? Parce qu'il faut quand même certaines circonstances pour autoriser ce mariage. En fait, c'est devenu une règle. Et là, les gens ont demandé à ce que le mariage des mineurs soit totalement interdit et il faudrait supprimer quoi? La dérogation du mariage des mineurs. Le texte est clair, mais il doit évoluer dans son interprétation. Alors oui, ça c'est les textes quand les notions que je vous ai évoquées tout à l'heure évoluent avec le temps. Je vous ai donné l'exemple de l'article 62 du DOC.
L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite et non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi. Les bonnes mœurs évoluent avec le temps. Qu'est-ce que les bonnes mœurs? D'accord? Ce qui était contraire aux bonnes mœurs avant ne l'est plus aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, si quelqu'un dit moi je vends pas de cigarettes aux femmes, s'il disait ça il y a 30 ans, peut-être que c'était acceptable. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait le dire? Non, il n'aurait pas le droit. Si les bonnes mœurs évoluent avec le temps. OK? Donc je vous ai donné cet exemple parce que peut-être qu'il parle plus, mais l'évolution des bonnes mœurs, ça se fait avec le temps. Par contre, l'ordre public et la loi, c'est intemporel. On va terminer avec le texte qui est flou. Alors, lorsque le texte il est flou, à ce moment-là, il faudra associer plusieurs types d'interprétations. Et il faut savoir que les textes flous, il y en a beaucoup. Donc, des fois, il y a des dispositions que tu n'arrives pas à interpréter. Donc, à ce moment-là, tu dois utiliser des techniques. Tu vas interpréter la disposition, à savoir quelle est sa place dans le texte. Dans quel chapitre elle est du DOC, par exemple. Est-ce qu'elle est à la fin? Est-ce qu'elle est au début? Je dois rapprocher les textes entre eux avec d'autres articles. Je dois voir quels sont les commentaires qui ont été faits peut-être de la doctrine d'autres professeurs. Je dois également vérifier sa dépendance vis-à-vis d'autres articles. Si par exemple cet article doit être combiné avec un autre article pour être compris, pour être interprété. Donc, quand le texte est flou, ça donne à l'interprète une marge de manœuvre pour interpréter, contrairement à ce que quand le texte est parfaitement visible. Mais ça peut aussi donner une influence dans la jurisprudence. Également, les travaux préparatoires. Donc ça, c'est les textes ils sont élaborés avant d'être élaborés, pendant leur élaboration, pardon, avant leur adoption. Il y a des commissions, il y a des amendements, il y en a qui proposent d'autres formulations de la loi. Et bien ça aussi, c'est important parce que quand vous lisez ces travaux préparatoires de la loi ou de la Convention internationale, vous comprenez l'esprit de la loi. Quelle a été la volonté de ceux qui ont rédigé cette loi? Protéger un intérêt, l'environnement, la partie faible, l'enfant, le mineur, transposer une législation qui venait de l'étranger. Tout ça, il faut le voir dans les travaux des commissions, dans les discussions des chambres. Ça aussi, ça va vous permettre de comprendre quelle était la recherche de celui qui a voulu cette loi. OK? Pour terminer, pour conclure, il n'y a pas une seule méthode d'interprétation. Il y en a plusieurs. Vous allez combiner plusieurs méthodes d'interprétation. Ces méthodes d'interprétation, vous allez les utiliser pour raisonner. Sans interprétation, vous ne pouvez pas faire de raisonnement, puisque vous serez obligé d'interpréter les textes pour pouvoir raisonner. Donc, le juriste, c'est celui qui interprète pour raisonner et argumenter. D'accord? Donc, on en a terminé avec cette séance sur le raisonnement. Semaine prochaine, on verra les exercices juridiques.